perso, vie familiale, quand tu arrives à t'organiser. Tu verras que ça va venir beaucoup plus tôt que tu le penses. Ah ouais? Dès que tu vas parler de ce qu'on va faire. Comment vas-tu, Oded? J'ai un TDAH. Ok, Oded, Monsieur Marc, comment tu vas? ça va? En tout cas, je te remercie pour cette invitation. Pas de croix. Merci d'avoir répondu. Vite en plus. Ah, il est réactif. Ouais, c'est cool. On est réactif. Mais en tout cas, c'est une thématique, c'est un projet en tout cas qui est super intéressant. Et tu me fais l'honneur de pouvoir finalement sonder ton esprit. Exactement. Effectivement. Je te laisse, t'as le droit de rentrer, de dire de poser les questions que tu veux. Tu m'as dit carte blanche. Ouais, je t'ai dit carte blanche. Ah, c'est bon, sur le trajet, je me suis dit, ouais, ça va être super dense, super intense. En tout cas, super, merci. Bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, présenter ton parcours et ce qui t'a emmené dans la photo et la vidéo plutôt. Du coup, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off que tu vas voir que le premier truc que je vais dire, on va directement entrer dedans. Ouais. Parce que c'est la dépression qui m'a emmené dans la photo. Ah oui, d'accord. Ouais, clairement. Okay. Clairement. Parce qu'en fait, j'avais un poste de chef de rang dans un hôtel, palace, machin et tout ça. Et le travail, parce que c'était au Roissy, c'était au Hyatt, et c'est réputé pour avoir un niveau de travail très exigeant. Ouais. Et moi, je suis rentré dedans, mais à plein pied, et j'ai fait tous les postes dans le milieu, mais vraiment à fond. Mais le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, c'est pas que je suis carriériste, hein, mais c'est que je me donne un but, qui veut dire que si, par exemple, dans le but où je suis là, je suis chef de rang, je veux être le meilleur chef de rang là où je suis. Je veux que mon travail soit en mode... ouais, ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? On dit que lui... On reviendra pas pour TVH. Voilà, on dit ce gars-là, il assure dans ça. Même si c'est que chef de rang, je voulais ça. Et donc, je me suis donné à fond pour ça. On m'a fait des promesses. On m'a fait énormément de promesses. Et plus le temps passait, moins je voyais les promesses arriver et plus je voyais la charge de travail et tout ça. Et il y a des choses que je mettais en place qui fonctionnaient. Et par exemple, on revient avec d'autres personnes, on change les équipes. Moi, ça me fait rechanger mes trucs. Okay. Ça commençait à me saouler parce que je voyais que ce que je faisais, ça fonctionne. Et on me dit, il ne faut pas faire comme ça. Et il y a un jour, j'ai pété mon câble dans... C'était un matin, c'est tout bête. Hein. Je ne devais pas être sur le shift, mais on m'a demandé d'aider. Je dis, OK, je viens aider. Mais quand je vois que j'aide, je vois que je fais tout. Je dis, mais non, les gars, vous m'avez demandé d'aider, pas de tout faire. Et ensuite, on me dit, où est-ce que tu peux rester? Je dis, non, c'est censé être... Ben non, t'inquiète, tu décales. Quand il a dit ça, j'ai dit, en fait, vous vous moquez de moi, en fait. Je ne suis pas considéré. Donc, ce jour-là, je suis monté dans le bureau du DIRLO. Je lui ai dit, écoute, on va parler carte sur table. On avait des engagements avec l'ancien qui était là. Il m'a dit, ouais, mais c'était l'ancien. Moi, je ne m'occupe plus. C'est plus mon problème. Mon gars, là, ça c'est monté directement, ça a touché quelque chose de... Et là, là-haut, là, il y a eu un blanc. Ça fait un court-circuit, ça fait reset. Je lui ai dit, donne-moi une feuille. J'ai pris une feuille, je sous-signais M. Lamontagne, démissionne à ce jour du poste de chef de rang, tac. Ah ouais, direct. Je suis parti, je suis rentré chez moi. Ok, d'accord. Ah ouais, et du jour au lendemain, du coup, en fermant la porte, je sais pas si qu'est-ce que tu t'es dit? Mec, j'avais dans ma tête, genre, tu sais, la acouphène, j'avais ça dans ma tête. Je suis rentré chez moi, il y a mon épouse, on est fraîchement mariés, il y a même pas un an, et je lui dis, j'ai démissionné. Wow. Donc je rentre, mon épouse qui est à la maison et tout, il me regarde. Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, ton travail là, t'es censé être sur le shift là. Je dis non, j'ai démissionné. Quoi? Donc je lui ai expliqué. Pour faire table rase, on est parti en lune de miel parce qu'on devait partir avant, mais voilà. Yes. Ouais. Avec le travail, ils m'ont demandé de déplacer. Il m'avait demandé de déplacer mon mariage. J'ai quand même dit non. Ouais, déjà. Voilà. Donc ensuite, je leur ai dit, je peux déplacer la lune de miel, tout ça, c'est bon. Je l'ai fait. Donc du coup, je lui ai dit, bon, mais là, tu sais, on y va. On s'en va. On est parti et avec elle, on avait un délire là-bas où on faisait des photos
pour nous, hein, pour rigoler, on les appelait Aquadijo. En fait, c'était une blague entre nous deux. On faisait des photos de parfums, de publicité de parfums qui n'ont rien à voir. Tu sais, à un moment, tu vois le mec, il est à la plage, après tu le vois, il est au restaurant, après il est dans une voiture. Ça n'a aucun lien et à la fin, on te vend un parfum. Eh bien, du coup, on est parti dans ce délire-là. Elle me faisait des photos, je lui faisais des photos et je suis rentré chez moi. J'ai posté ça à l'époque. Instagram venait d'arriver. D'accord. J'ai posté ça sur Instagram et de là, une personne a vu, m'a recommandé pour faire un shoot pour quelqu'un. Après, pour un autre, ok, d'accord. Et je n'étais pas du tout parti pour le faire. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est parti d'une frustration ou d'un choix de fermer une porte, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est une façon de sortir de sa zone de confort. Ouais. Prendre le risque de partir sans savoir vers quoi tu vas te tourner. Et ensuite, l'opportunité se crée de fil en aiguille. Et quand tu as eu du coup ces demandes qui se sont multipliées, qu'est-ce que tu t'es dit là? Est-ce que c'est à ce moment-là tu t'es dit c'est bon, il y a quelque chose à prendre, il y a un marché, c'est bon, Doudou, on y va? Non, du tout. Pas du tout. J'étais en mode flip en fait. Okay. J'étais en mode grand flip parce que je me dis comment ça, tu me demandes moi de te prendre en photo, je suis pas photographe, c'est pas mon métier. À l'époque, je faisais mes photos avec un Coolpix. Ensuite, quand on m'a demandé, je savais que mon père avait un appareil qu'il utilisait quand on partait en vacances. Je connaissais rien du tout dans le milieu. J'étais voir mon père, je lui ai dit, est-ce que tu utilises ton boîtier, ton truc là? Il m'a dit, non, c'est là. J'ai dépoussiéré, je suis parti avec, j'ai fait le premier shoot, je connaissais vraiment rien du tout. J'ai vu le résultat, j'ai dit, ouais, c'est chaud. Et là, c'est là où je me suis dit, non, si on me redemande encore, il faut que je monte d'accord, le level. Mais quand je l'ai fait, ça les a plu. Ok, ouais. Mais moi, je me suis dit, il faut que je monte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, en fait, tu avais déjà ce côté un peu perfectionniste. Ouais, je crois que je l'ai toujours eu, je pense. En fait, dans tout ce que je fais, c'est pas que je veux avoir la perfection, mais je veux être fier que j'ai tout donné. Ouais. Mais d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce qui t'a... Quand du coup ça fonctionnait pas trop dans ta boîte, quand tu voyais du coup peut-être des incohérences, qu'est-ce qui t'a le plus frustré en fait? Quel était le catalyseur pour te dire là c'est moi, là j'ai envie de partir? Ça a touché quoi en fait? Je sais pas si c'est la partie de l'ego, mais c'est le fait que de parler, de dire des choses, au fond tu sais que tu as raison, mais personne t'écoute. Et ensuite, une autre personne arrive, reprend ton idée, refait la même chose et elle est montée en l'air, elle est plébiscitée de ouf. Ouais, sentiment d'injustice. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, ça, ce sont une sensibilité qu'on retrouve beaucoup chez les hauts potentiels et TDAH. Okay. On en reviendra en tout cas tout à l'heure, mais c'est intéressant que ce catalyseur, en fait, même si c'est passé par une zone d'ombre, ça t'a permis finalement de pouvoir te découvrir. D'ailleurs, dans le monde que tu entreprends, le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que tu t'es redécouvert? Est-ce que tu as découvert une facette de ta personnalité? Parce qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat, tu vois, c'est sauter au bord d'une falaise, sauter dans le vide, et en même temps, tu construis ton avion. Ouais, je vois bien l'image. Tu vois, c'est exactement ça, ouais. Du coup, tu vois, tu sais pas si tu vas planer, si tu vas faire une chute libre, si tu vas t'écraser, mais tu es en train finalement de construire ton avion pendant la chute. Est-ce que du coup, durant cette chute-là, tu as découvert une facette de ta personnalité, une facette de toi? Tu sais quoi, je vais utiliser ton image et au lieu de l'avion, je vais mettre le parachute. L'entrepreneuriat, c'est sauter dans le vide et coudre son parachute. Ouais, c'est plus chaud. C'est plus chaud ça, j'avoue, entre construire son avion et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça en fait. Et c'est au dernier moment te dire est-ce que c'est bon, quand tu vas déployer, est-ce qu'il va tenir, est-ce que les coutures vont tenir et tout. Yes. Et oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est le fait. J'ai toujours aimé tout ce qui est audiovisuel. D'accord. Que ce soit par la musique, par l'image, ça m'a toujours attiré. Mais je suis né dans les années fin 80, donc 86, je suis en 86. Et la mentalité de cette époque-là, pour les gens, surtout quand t'es noir et t'es aux Antilles, c'est pas un métier. Ah, d'accord, ouais, bien sûr. Donc quand moi je dis que je voulais me lancer dans ça, quand j'étais depuis tout petit, je voulais être animateur télé. Ok. On m'a dit c'est pas un métier. D'accord. Et au-delà de ça, dans la religion, on me disait non. Ouais. Tu peux pas aller travailler, c'est pas un travail pour toi. C'est pas un bon travail pour toi. Et donc du coup, j'ai pas été poussé
dans ça. Donc, j'ai grandi avec cette frustration-là de ne pas être à ma place. Nice. Et c'est quand je me suis lancé dans la photo et que j'ai commencé à avoir des retours de personnes qui m'ont dit ou qui me disaient que ça, c'est bien, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien cela. Je me suis dit petit à petit, il y a peut-être moyen de... Mais je n'étais pas encore en mode me découvrir ce que j'aimais faire et tout. J'étais plus dans le sens de il faut que je m'améliore, il faut que je m'améliore, il faut que je m'améliore. Et petit à petit... Et du coup, dans un sens, tu te nourrissais aussi du feedback que des personnes te faisaient quand tu faisais des prestations. Ouais, voilà, exact. Ça me permettait de me dire, il y a moyen. Tu sais, ça me fait penser du coup à un couple d'amis chez qui on est allé avec ma famille pendant les vacances. C'est quelqu'un qui travaille pour une grosse boîte, dans une grosse banque. Il a une vie confortable, tu vois. Et en fait, il est chrétien. Et avant de partir, du coup, il monte du coup, parce qu'il a acheté une maison et il allait construire un étage pour sa famille. Et il montrait du coup les travaux. Et dans ma tête, je disais, waouh, le gars, franchement, bien, comme un beau projet et tout. Et avant de partir, il me dit, tu sais, Marc, en fait, mon rêve, c'était de faire de la vidéo. Ah. Je lui dis, mais pourquoi tu crées pas ton entreprise ? Il me dit, mais tu sais quoi, je suis pas prêt à tout lâcher pour pouvoir du coup vivre de ma passion. Ah, je vois, ouais. C'est pas évident. Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que se dire en fait que qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres passent le cap et que finalement certaines personnes, ne réalisent pas leurs rêves, tu vois. Parce que c'est intéressant dans ton parcours et je vais pas comparer, mais dans ce que tu me dis, dans ce que cette personne m'a dit, deux chrétiens, deux croyants. Qui ont eu une vie familiale, autre. Un, du coup, fait le pas de sauter. L'autre, du coup, préfère, entre guillemets, une sécurité, mais qui lui est quand même inconfortable parce qu'au bout de 10 ans, alors qu'on ne se connaissait pas forcément, il vient, il me dépose ça. Je ne sais pas s'il savait que j'étais psychologue, mais ou peut-être que j'ai je sais mettre le truc, tu vois. Il a senti. Il a senti je peux me déposer sur lui, là, on se sent bien avec lui. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point, ça. Tu vois, et il me dit finalement, j'en senti ce regret, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui fait en sorte ? Est-ce que du coup, tu sais pas, tu peux. Je pense, en tout cas, si je me rapporte à moi, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, je cause de ce que je connais et je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce que je connais du coup. Et je parlerai jamais pour les autres, je parlerai toujours pour moi. Je pense que c'est la capacité que j'ai de rester dans le présent. Yes, ok. J'ai toujours eu du mal à me projeter, à vivre dans le futur et à rester dans le passé. Je suis toujours dans le présent. Si je suis pas bien aujourd'hui, je vais pas être bien aujourd'hui, là, maintenant. Yes, okay. Même s'il y a plein de choses qui se passent autour, si là, je suis pas bien en fait. Tu vas me dire, oui, mais plus tard, ça ira. Non, c'est maintenant que je suis pas bien. Et au moment où j'étais dans ce milieu-là, j'étais pas bien et j'avais besoin de quelque chose pour être bien. Et justement, le fait de me dire, si là, t'es pas bien, demain, tu seras pas bien non plus. Bien sûr. Donc, fais ce qu'il faut pour aujourd'hui être bien. Okay. Et tu vois, c'est intéressant, c'est une capacité, en tout cas moi en thérapie, j'utilise souvent, je parle de thérapie de pleine conscience. Tu vois, j'emploie souvent avec des personnes qui ont des troubles anxieux ou qui ont des phobies. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait de pouvoir vivre l'instant présent, c'est pas donné à tout le monde. Parce que quand on a peur de l'avenir, on a du mal à se focaliser sur ce qu'on vit actuellement, en fait. Non, mais tu dis peur de l'avenir parce que moi, je l'avais en tout cas. Ça, je l'avais. Ce que tu dis là, sans couper, je l'avais. Okay. Donc, c'est pour ça que et que jusqu'à présent, je me réfugie dans le présent. Parce que moi, j'ai peur de demain. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'entrepreneuriat, c'est j'en parlais du coup lors de mon live sur Instagram, c'est le fait de pouvoir résoudre des problèmes constamment, en fait. Ouais. Donc, ton esprit, ton cerveau, tout le temps. Il doit être du coup, tu vois, il doit carburer. Je vois tes lives un peu sur Instagram, je commence à te suivre et je me dis, comment il arrive à faire tout ça ? Je comprends pas. Comment il arrive à capter l'attention avec différentes scènes ? Et le monde de l'entrepreneuriat, finalement, c'est sans cesse finalement en quête de pouvoir résoudre des problèmes, trouver un équilibre. Et quels sont les avantages, quels sont les bénéfices et les leçons que tu tires, toi, de l'entrepreneuriat ? Alors, je pense que c'est vraiment, même si je le conseille à tout le monde, pas forcément de le faire comme il faut, poser les structures, machin, mais juste d'y goûter
pour le processus que ça met en place en nous, qui veut dire que, ok, tu veux te lancer dans la pâtisserie, par exemple, tu fais de très belles, tu fais de très bons cookies. Et mets-toi en situation pour te dire que si je devais développer un business autour de ça, comment je le ferais? Même si tu mets pas toutes les choses en place, mais mets-toi dans cette situation-là. Et je te promets que justement cette vision de l'entrepreneuriat, ça nous pousse à nous découvrir nous-mêmes, parce qu'on va se retrouver dans des situations qu'on ne se serait pas trouvé si on ne s'y était pas mis en fait. Et moi, c'est ce que ça m'a permis de débloquer, c'est que ça m'a permis de voir que j'étais capable. J'étais capable de résoudre des problèmes pour des gens qui ont un besoin. Je peux être cette solution-là. Je ne suis pas un invalide. Je ne vaux pas moins qu'un autre ou tu vois. Et petit à petit, ça m'a permis de me structurer. Ça a pris du temps parce que comme je l'ai fait sur... du coup, ce qu'on fait là, c'est la dernière partie de 6 vidéos que j'ai faites sur YouTube où j'ai expliqué tout le processus de ma dépression, tout le long de tout ce que par lequel je suis passé, jusqu'à ce que je suis passé par la période où j'ai appelé ça la paix. Et cette paix-là, elle est arrivée genre 4 ans après et elle est effective depuis 2 ans. Et je suis encore en train d'apprendre, mais grâce à l'entrepreneuriat, qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés, mais comme je me connais un peu plus, j'ai beaucoup plus d'outils et de bagages pour y faire face. Tu as eu des moments difficiles au moment dans ton parcours entrepreneurial et aussi, est-ce que ça a impacté aussi ta santé mentale? Ouais, très, très, très. Parce qu'en fait, j'étais pas du tout préparé pour tout ce que ça impliquait, non seulement dans l'entrepreneuriat. En fait, mon développement dans l'entrepreneuriat s'est fait en même temps où j'étais dans ma dépression, en même temps où je construisais mon couple et en même temps où je devenais père. J'ai tout pris en fait, en gros, on est venu, on m'a dit tiens, package plus luxe, tiens. Donc, je sens ça, effectivement. Donc, si je refais le récapitulatif, j'ai pas de taf. Je viens de me marier. Je veux me lancer dans un nouveau business. J'ai pas de contact. Je connais personne. Je ne connais rien dans le métier. On ne me connaît de nulle part. Et il vient d'où celui-là? J'ai pas de formation, j'ai rien du tout. Je découvre que bientôt je vais être père. Au moment où je commence à avoir une petite ascension, je dois faire un choix. Et je suis dans ma période dépressive. Et je dois faire un choix entre faire le full, mais sacrifier d'un côté ma famille. Parce que je me rappelle encore, mon épouse, elle me dit bon, j'ai quelque chose à t'annoncer. Moi, je suis là en train de faire la vaisselle. Et moi, je suis content. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à t'annoncer aussi. Et je lui ai dit, vas-y, commence. Et elle me dit, voilà, on va avoir un bébé et tout ça. Et moi, je fais... Et moi, tu lâches l'assiette? Moi, tout de suite, tu vois, là-haut, là, ça fait... Ah, tu t'es fait une frise? Tout de suite, une visualisation. J'ai fait la naissance de l'enfant, mon ascension. Il y a un qui va... Est-ce que, comment je vais faire pour gérer les deux? Il y a un qui va prendre, il y a un qui peut pas rien. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'avec la notion de naissance, le fait de devenir père, tu vois, je l'associe avec ce que tu as dit, t'as dit un mot qui m'a interpellé, c'est la vision. Et c'est vrai que du coup, quand on se lance dans quelque chose, c'est important d'avoir cette vision parce que elle te permet du coup de dépasser du coup les difficultés. Et en fait, de mon côté, quand j'ai commencé à imaginer, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est du coup avec la naissance de mon premier. D'accord. 2 mois après mon mariage, ma femme m'annonce, au fait, Marc, je vais être j'attends. Et comme toi, ma frise, je me suis dit, mais c'était pas prévu. Oui, voilà. Où je vais le mettre? Où on va le caler? Je le mets où? Le temps. On peut pas. Il y a pas de place. Il y a pas de place, tu vois. En tout cas, pas là maintenant. Et c'est moi, en tout cas, ça m'a bouleversé. Je sais pas si toi, ça t'a un peu réaménagé, tu vois, psychiquement. Ah, moi, ça m'a chamboulé. Mon cerveau, il est parti. Il a fait un 360, 380 et tout. Mais en fait, alors, je sais pas si c'est un plus que j'ai une rapidité à cogiter, en fait. Effectivement. Je sais pas si peut-être parce que je réfléchis tellement tout le temps, j'ai tendance à anticiper parfois même des discussions. Ma femme, ça la rend folle. Parce que elle me dit, des fois je reste là, je suis bloqué, je suis comme ça. J'anticipe une discussion que je vais avoir avec quelqu'un et je mets en parallèle tout ce qu'il va dire et comment je vais répondre. Et s'il répond ça, je dis ça. S'il répond ça... Donc la journée,
je fais ma journée avant que ma journée arrive. Ouais, tu la visualises. Voilà, pour au cas où. Et donc, du coup, quand elle m'a annoncé ça, dans mon esprit, le blocage que j'ai eu, c'est que j'ai fait toute la vie chronologique de l'enfant en rapport avec mon ascension, tous les points où ça va bloquer. Comment on va y pallier alors que je ne suis pas encore dedans. Oui, bien sûr. Mais, et du coup, je lui ai dit, bon, on m'a dit, du coup, t'as la bonne nouvelle? Je dis, oh, non, t'inquiète, il y a R. Ah oui, tu l'as caché. Ouais. Enfin, pendant un temps, ça t'a Ouais, pas j'ai dit, techniquement, c'était pas au-dessus de ce qu'elle m'avait donné. Ouais, bien sûr. Ça, c'était plus une. La nouvelle qu'elle m'a apportée là, ben, ça tue. D'accord, ton projet. Ça tue, voilà, ça le met. Je me suis dit quoi? Ben, je suis déjà un adulte, je peux faire ça plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, je me suis dit, ok, cette partie-là, on va freiner. Okay. Et j'ai mis un gros frein à main sur mon développement, entre guillemets. Ok. Et est-ce que du coup, cette partie-là a été pour toi aujourd'hui, avec ce recul, le fait d'avoir mis un frein, on va dire, de cette temporalité, est-ce que ça a été du coup, il y a une prise de leçon? Est-ce que ça t'a permis, quand tu as repris du coup ce projet-là, le projet à full de Vidéas, est-ce que du coup ça t'a eu plus d'expérience, t'as gagné en, je sais pas, peut-être en maturité? Oui. Parce que du coup, comme j'ai fait le choix d'être présent pour ma famille, mais en même temps, j'avais des petits projets, j'avais des petits trucs, hein, mais je me mettais pas en avant comme je me mets en avant depuis quelques temps. Yes. Je restais vraiment dans mon coin parce que tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir full carrière dans ce milieu-là parce qu'il faut être présent. Bien sûr. Surtout dans le milieu dans lequel je voulais me lancer, je voulais rester dans le côté musical. On a besoin de toi tout le temps en fait. Et si je faisais ça, j'avais déjà calculé que ça me prenait à peu près 5-6 ans pour me bien positionner pour être quelqu'un. Voilà, pour que tout le monde me connaisse, que mon travail soit bien vu. Mais je sais en même temps que les meilleures et les années les plus importantes pour un enfant, c'est jusqu'à les 5 premières années, effectivement. Et si j'étais ce père qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, et il n'y a pas de lien, je sais que je pouvais plus tard créer potentiellement un adulte défaillant. Et je ne veux pas ça pour mes enfants. Non, c'est bien, c'est vraiment, tu vois, un choix mature de pouvoir du coup mettre son projet et surtout de le visualiser déjà. Visualiser du coup les potentiels, du coup, pas difficultés, mais challenges que tu auras en tant que futur père et futur aussi entrepreneur professionnel et pouvoir du coup associer les deux parce que c'est pas facile, en tout cas dans les débuts, de pouvoir faire ça. Et j'ai l'impression que il y a aussi est-ce qu'il y a une charge mentale en fait, le fait de pouvoir toujours consommer, ce que tu parles du coup de ta capacité à pouvoir associer plusieurs informations. Et je sais, pour avoir discuté avec toi, le fait d'être TDAH, c'est quelque chose c'est une cause, en tout cas c'est un sujet qui te touche beaucoup parce que tu le vis au quotidien. Est-ce que du coup, à quel moment d'ailleurs tu as appris que tu avais ce fonctionnement-là? Début de cette année. Wow. Ok, joyeux anniversaire. Hein. Merci. T'es tout jeune en fait. Hein. Oui, je suis tout jeune. Bon, c'est ce qu'on me dit sur les réseaux. C'est ce que j'explique aussi sur les réseaux. Donc j'explique aux gens, non, je suis pas un gars qui est là depuis longtemps. D'accord. J'ai découvert ça par hasard. Ok, c'est souvent par hasard. Depuis tout. C'est vraiment par hasard. Je suis sur un tournage pour aider un collègue et il y avait un gars aussi, un neuro... il faut que me rappeler le nom. Neuropsy. Un neuropsy qui était là, et puis pendant que les trucs se faisaient, je discute avec lui, il discute avec moi, et puis il me dit, je peux vous dire quelque chose? Il me dit, je pense que vous pouvez encaisser. Et je regarde, je dis, ouais, allez-y. Et c'est là qu'il me sort, est-ce que vous avez déjà pensé à vous faire diagnostiquer pour le TDAH? Et là, je fais. Ok. Là, parce qu'il a vu des choses, c'est ça? Ouais, parce qu'on a discuté longuement. Pendant le truc, on a discuté longuement, et je dis des trucs, et il arrive à connecter. Mais je dis, mais le gars, il me connaît pas. Comment il fait pour savoir que j'ai fait ça et tout? Et c'est à la fin, je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie? C'est là qu'il m'a dit, en fait. Et il m'a dit, vous devrez vous faire tester, diagnostiquer. J'ai fait, ça se fait comment? Donc, tout, il m'a donné. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais franchement, gars, c'est une maladie, c'est encore un truc qui me tombe dessus. Mais j'étais là en mode, et je viens de sortir d'une dépression, tu me ramènes ça là derrière. Là. C'est intéressant le lien on reviendra le lien avec la dépression. Je lui ai dit, mais attends, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Et il me dit, c'est. Et moi, je vais voir. Et quand je vais voir le truc, je lis. Mais les choses pour lesquelles je tombe, c'est. Je me dis, mais en fait, en gros, tout le monde a ça. Trouble d'attention, t'oublies des trucs. Tout
tout le monde a ça. C'est pas un truc de ouf. Sauf que j'ai passé les tests. Yes. Du coup, tu es allé dans un centre spécialisé? Ouais, je suis à 66%. Yes, ok. Ah ouais, donc t'es full. Ouais, on peut pas dire que c'est pas. Non, c'est... En fait, comme je t'ai dit, je suis comme ça. Je veux savoir. Donc, et même pour aller au-delà, j'ai fait tous les petits tests que je trouvais sur Internet aussi. Parce que je voulais vraiment être sûr, en fait. Même les petits tests payants, là, j'ai tout fait. En anglais, en français. J'ai fait un espagnol, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Pour être sûr, voilà, vraiment sûr. Pas de problème. Et pour finir, j'en avais fait un en live pour être vraiment sûr. J'avais fait un en j'étais sur Internet, un truc bien référencé. Je l'ai fait en live. Et quelle émotion tu as eu après quand tu as eu ça? J'avoue que ça m'a détruit. Ouais. Parce que tu dis que t'es cassé, en fait. T'as l'impression que toute ta vie, t'étais cassé. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis aussi TDAH. Et et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je passais toutes les étapes. Je savais qu'il y a un truc qui fonctionnait pas. Je savais que j'étais pas forcément qui fonctionnait pas. Je savais que j'étais pas comme les autres. Ouais, moi c'est ce que je me disais. C'est l'impression d'être en décalage tout le temps. Exact, ouais. Tu vois? Mais genre aussi. Il pourra confirmer lui aussi. Donc souvent, même quand j'étais chez les tisons, j'étais souvent à l'écart, tu vois, parce que je raisonnais différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, ça fait lien à ce que tu disais, que tu penses les choses avant, parce que moi, pour certains, j'avais déjà des réponses avant même d'avoir du coup le raisonnement. Les gens. Et ça énervait. Et même moi, chez moi, ça m'énervait parce que je savais même pas d'où ça sortait. C'était automatique, c'était une intuition pour moi, tu vois. Collège, j'ai passé crème. Lycée, ça devenait un peu plus compliqué. Et là, à l'université, c'était chaotique. Et la responsable de stage, elle m'a dit, Monsieur Lange, vous avez même pas le niveau d'un première année de psycho, alors que j'étais en 5e année. Elle m'a manqué de respect, tu vois. Ouais. Elle m'a dit, je peux pas valider votre stage. Il faut faire quelque chose parce que je vois pas psychologue. Et là, je me suis dit, elle m'a cassé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais 5 ans pour rien? C'est pas le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je suis allé voir du coup un psychiatre qui était spécialisé dans les neurosciences. Et il m'a dit, mais en fait, c'est normal, vous avez un TDAH. Oh, gars, je te jure que le fait que tu le dises comme ça, je me rends compte que si je l'avais su plus tôt, je pense que j'aurais été beaucoup plus loin par rapport à ce que je fais. Mais tu vois, c'est pour ça que je parle essentiellement de fonctionnement. Donc pour moi, c'est pas un trouble. On dit trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Mais aujourd'hui, je coach des personnes qui ont des CAD, des personnes qui ont un TDAH. Et je leur parle finalement de fonctionnement. Parce qu'effectivement, c'est un plus quand on sait le maîtriser, tu vois. Oui, c'est ça. Tu fais très bien de le dire. Maintenant, c'est ce que je pense. Mais au début, quand je l'ai su, au début de l'année, là, les premiers mois, c'était difficile. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait une sorte de rétrospective sur tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Ouais, ok. Les difficultés par lesquelles je suis passé, et je mettais le trouble. Et le trouble, c'était la pièce. On fait tout ça, je l'ai fait aussi. Je disais que si là, tu savais... Ouais. Rien que le fait de savoir, là tu le savais. Ah, c'est chaud, on est passé par là, la même chose. La première chose, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, mais maman, tu le savais, t'aurais pu m'envoyer chez une orthophoniste. Moi, ma mère, je l'ai pas. Ma mère, elle est pas. J'en ai pas encore discuté avec mes parents. Ouais. J'en ai discuté, bon, bien sûr, avec mon épouse. J'en ai discuté beaucoup plus avec mon premier frère. J'en ai 2. J'ai discuté avec mon frère parce que il me comprend beaucoup plus. Yes. Parce qu'il voit, il a toujours vu le petit côté artistique que j'ai. Ouais. Et lui, il comprend. Et il a capté. Quand je lui parlais, je voyais dans ses yeux, dans ce qu'il me disait, il faisait « Ah ouais !» Et quand il me faisait des « Ah ouais !» Ah ouais, j'étais comme ça en mode... Parce qu'au début, j'étais dans le déni. Hein. Bien sûr, bah oui, on est... J'étais dans le déni complet. Et c'est le fait de lui avoir parlé à lui et qu'il me disait... Ah, du coup, je comprends ça. Quand tu voilà, parce que j'avais un miroir, en fait. Il y a des ramifications qui se... Ouais, voilà, il me disait... Donc, du coup, je lui dis, tu te souviens quand on faisait tac, tac, tac? En fait, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il fait... Ah, ok. Ouais. Et là, il a vu le truc. Et ça m'a permis, moi, de me dire, mais tu sais quoi? Si ça se trouve, je vois le truc. Je le vois pas dans le bon sens. Et maintenant, je me suis dit, il faut que... Parce que j'ai fait... Mes 30 ans j'ai 37 ans, j'ai fait mes 30 premières années, je compte pas les 7 premières. Donc j'ai fait 30 ans sans le savoir, je me suis toujours bien débrouillé.
Donc, je me suis dit, tu sais quoi, refais tes 30 ans et regarde qu'est-ce que tu as pu tirer comme force dedans. Effectivement. Et c'est là que j'ai fait les vidéos que j'ai mis sur Instagram. Parce que pour moi, c'est les choses que j'appelle la force d'un TDAH. Et tu vois, je trouve que tes vidéos, elles sont ultra impactantes. Parce qu'elles peuvent aider bon nombre de personnes qui l'ont. Et aujourd'hui, tu vois, pas mal de personnes m'appellent, des personnes qui sont connues sur Instagram parce qu'ils sont des artistes ou des cadres qui me disent, voilà, personne ne le sait, mais j'en peux plus. Je suis au bord de la dépression, au bord du burn-out, parce que depuis longtemps, j'ai tenu et là, je sature, en fait, tu vois. Les 3 phrases qu'on m'a sorties depuis que j'ai dit que j'ai un TDA, franchement, la dernière, c'est juste une pépite. Franchement, la dernière, franchement. Mais c'est peut-être dû à ton éducation. Alors non, ce n'est pas mon éducation ni l'éducation que mes parents m'ont donnée qui ont créé le TDA chez moi. Mais on peut dire que l'environnement dans lequel tu vas évoluer y est pour quelque chose. Ça peut soit aggraver les différents symptômes ou les améliorer, te permettre d'en faire une force. Dans mon cas, assez rapidement, vu l'éducation que mes parents m'ont donnée, ça a été un avantage pour moi. J'ai pu à ce moment-là mieux comprendre mon environnement, mieux comprendre mes différentes situations et m'adapter à chaque fois à tout ce qui m'entourait. Donc, l'éducation de mes parents m'ont plutôt aidé à mieux gérer mon TDA. Ouais. C'est là où je trouve que tes vidéos, elles peuvent vraiment avoir un impact et ça fait lien avec la notion de vision, d'entrepreneuriat et de vision, même quand on passe du coup par des zones de turbulence. Et on en a parlé, tu as eu une phase de dépression. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette période-là, comment elle a été pour toi et comment tu as réussi à dépasser? La phase de dépression que j'ai eue, c'est quand je me suis rendu compte qu'en gros, j'arrive à un certain âge et que j'ai rien foutu de ma vie, en fait. Ok. Je suis personne, j'ai impacté personne, j'ai intéressé personne, je ne laisse rien à mes enfants. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu le même cursus qu'avec le premier. Au moment où mon premier fils a commencé à être indépendant, que ce soit affectif et tout ça, qui commençait à devenir un bon petit garçon, je me suis dit, ok, je me relance. Et quand je me dis, je me relance, mon épouse me dit, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais, d'accord, ouais. J'ai eu ma fille. Donc j'ai dû refaire ce que j'ai fait. Voilà. J'ai refait le petit. On est reparti pour 5 ans. D'accord. Et là, du coup, ma fille va avoir l'année prochaine 5 ans. Donc c'est pour ça que 2024, on relance. Ok. Mais pendant ce temps-là, je me rends compte que, en gros, tu te dis, tu sers à rien en fait. Ok. Mais je te coupe parce que dans le fonctionnement d'une personne qui a un TDAH, mais avec aussi, tu vois, une autre caractéristique. Parce que du coup, la psychiatre me disait, elle me dit, monsieur Lange, parce qu'elle m'a proposé de la médication, méthylphénidate. Moi, je lui ai dit, non, je veux pas de la Ritaline. Elle m'a dit, dans tous les cas, monsieur Lange, vous avez un TDAH, mais vous avez une autre capacité, un autre potentiel qui vous a permis de compenser. Ok, je vois. Et on parle de haut potentiel intellectuel. Et ce qui est intéressant, parce que là où je te retrouve, et je trouve que t'as ce fonctionnement-là, c'est que les personnes qui ont ce fonctionnement, le TDAH et un haut potentiel intellectuel, ils ont besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin d'avoir du coup un gouvernail, savoir qu'ils ont un impact. Et quand ils n'ont pas de sens, quand ils n'ont pas d'impact, quand ils ne savent pas pourquoi je suis là en fait, pourquoi je dois faire quelque chose, quand je dois faire un truc, il faut qu'il y ait un résultat. Et gars, c'est exactement ça. Et quand ils ne se sentent pas utiles dans leur système, dans leur environnement, en classe ou en autre, soit ils sont turbulents, soit ils sont rêveurs, soit ils sont déprimés. Et donc, on va dire, dans un des cas, on va dire l'enfant, il est pas motivé, ou l'enfant est hyper agité, ou l'enfant... Non, c'est juste qu'en fait, qu'il a un potentiel que son environnement ne comprend pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que ma dépression, elle m'est tombée dessus quand j'ai... En fait, quand on me demande c'est quoi la dépression, j'explique avec mes mots. Pour moi, c'est avoir mis toutes ces émotions dans un placard, d'avoir fermé ce placard-là, parce qu'on s'en est pas occupé. Bien sûr. On passe à autre chose. Vas-y, on coupe, hein, tranquille. Continue. Ça fait partie du truc, hein, c'est roots ici. Hein, Ah, je bouge, je suis comme ça, Excuse-moi. Et c'est mettre tout... Il y a quelque chose qui nous impacte et on ne réagit pas ou n'agit pas et on met dans l'armoire. Ça arrive, on met dans l'armoire. On met dans l'armoire. Sauf qu'au bout d'un moment, l'armoire, qui prenait par exemple 200 litres, elle pousse, il n'y a plus.
Et à un moment, il y a une chose qui va arriver et qui a un potentiel de stockage beaucoup plus élevé que ton armoire. Ouais. Et quand tu vas vouloir le stocker dans ton armoire, d'émotions, du coup, tout va tomber. Ouais. Et moi, la dépression, c'est au moment où toutes tes émotions lâchent et qu'à chaque fois quelque chose t'arrive, tu pioches dans n'importe quelle émotion qui ne correspond pas à ce qui se passe. Il y a un décalage, ouais. Il y a un décalage avec l'action et les gens vont te dire, t'as changé, t'es bizarre, avant t'étais pas comme si. Et moi, c'est ça en fait qui m'est arrivé. Au moment où, back to 2011, j'ai des... Bon, je vais dire comme ça, il y a des problèmes au niveau de moi avec l'église, comment ça se passe. J'étais musicien et d'un coup, je suis plus musicien. Parce que comme tu vois, j'ai des prises de position, tu peux déjà le voir par capillairement parlant, j'ai des prises de position qui ne sont pas les prises de position lambda dans notre communauté. Et déjà ça m'a valu un regard. On m'a traité d'arrogant. J'ai eu tout. Hein. Et moi, ça m'a impacté énormément, mais je ne l'ai pas montré tout de suite. Et quand mon armoire, du coup, s'est lâchée, bien sûr, et que j'étais dans cette phase de révolte à ce moment-là, j'ai voulu des réponses à mes questions. On ne me donnait pas. Et moins on m'en donnait, plus je montais en pression. Et moins je savais quelle émotion utiliser pour m'exprimer. Donc les gens, des fois, je les envoyais balader. J'avais un comportement qui, justement, les donnait raison de ce qu'ils disaient déjà avant. L'église, j'en avais plus rien à faire. Je me suis dit, je ne vais plus rien entendre parler de ça. J'ai dit à mon épouse, je n'y mettrai plus jamais les pieds. Je me suis barré. Ça ne m'intéresse plus. Je jouais à l'église, je suis batteur. Je dis non, ça ne m'intéresse pas et tout. Je vais me concentrer sur, la photo. Parce que là, même s'il y a 2-3 personnes, et les 2-3 personnes avec qui je discute trouvent que ce que je fais est utile, donc on va se concentrer là. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas réglé les autres problématiques qui sont beaucoup plus de ce qui me touche humainement parlant. Et à force d'avoir avancé dans la photo et dans la vidéo, ça a permis de lisser petit à petit toute cette rancune, cette rengaine, cette amertume qu'il y avait eu avant. Et je suis revenu petit à petit sur mes certains positionnements, du coup grâce à ça, en me disant ok, je fais table rase de tout ça, mais même si je me sens pas bien, mais comme je veux être bien maintenant, et pour être bien maintenant, il faut balayer. C'est intéressant ce que tu dis. C'est même si je me sens pas bien maintenant, comme j'ai de la vision, je veux aller, eh bien je dois faire le chemin nécessaire pour pouvoir le faire. Et ce qui est intéressant, parce que finalement, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, vous n'avez pas besoin de vouloir vous sentir bien à l'instant même. C'est juste la volonté. C'est le penser. De pouvoir être là où vous avez décidé. Et d'entamer pas à pas finalement le chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou dans nos églises. Le nombre de 2023, j'ai dit, Seigneur, je vais faire le tour de France de la santé mentale. Je vais passer dans chaque église et on va parler finalement de sujet de la santé mentale. Et on a, par la grâce de Dieu, on a déterré du coup des sujets. Et je vais dire, mais waouh, c'est pas possible. À quel point on peut être des fois, entre guillemets, hypocrite. Hypocrite, pas envers soi-même en fait. Tu sais, que lisser des fois nos propres problématiques, surtout en tant qu'homme. Et ne pas finalement être en phase avec... Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la dépression chez les hommes, elle est réelle. Oui, mais elle n'est pas... C'est tabou parce que ça veut dire que tu es faible. Parce que moi, quand j'en parle, en fait, moi, je suis quelqu'un... J'ai pas peur d'en parler. J'ai jamais eu de problème de parler de mes états d'âme. Jamais. J'ai toujours été... En fait, sur le coup, comme je suis dans le présent, je décide. Si je dois en parler, je vais en parler. Ce qui s'est passé et ce qui m'a vraiment permis et ce qui m'a fait rentrer de plus en plus dans la dépression, c'est que quand j'en parlais, c'était limite, mais il se prend pour qui en fait? Parce que quand moi j'ai commencé à lancer entre guillemets l'alerte, je dis mais les gars, je suis quelqu'un de dépressif, donc si je le suis, il doit en avoir aussi autour de moi. Et j'ai voulu être entre guillemets une sorte de précurseur. Il y a ça qui se passe, les gars. Il y a ça qui se passe. Je suis en train de le subir, là. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe pas. T'abuses. Surtout dans notre culture, communauté, l'homme, du coup,
pourquoi tu fais des vidéos sur ça, on comprend rien, tu perds ton temps. Genre de retour. Ah oui, mais comme je dis, je suis arrivé à un stade où je supprimais des commentaires parce que, oui, j'ai supprimé énormément de commentaires sur mes vidéos parce que je ne veux pas en fait que ça devienne ce côté-là, parce que je sais comment Internet fonctionne. Instrumentalisé pour pouvoir... Je sais comment Internet fonctionne. Ce qui fait du référencement et qui fait que tu as une page qui grandit, c'est que les gens, soit c'est le clash, soit c'est le drama. Ouais, d'accord. Je voulais pas ça en fait. Je voulais vraiment que ça reste axé sur ce message-là. Donc, tous les mauvais commentaires, je les lisais et je supprime. Je le lis et je supprime. Je réponds pas. Je lis, je supprime. Je prends, ensuite, je le dégage. Et je faisais en sorte que dans la prochaine vidéo, je puisse en parler sans l'évoquer. Yes, ok. Et j'avançais comme ça. J'avançais petit à petit comme ça. Et c'est ça qui m'a permis de me dire qu'il y a un truc, il y a un dialogue à prendre sur ça. Alors le courage de le dire et de le faire. Et c'est pas parce que toi, tu as eu le courage de le dire et de le faire que tu dois t'attendre à ce que les gens prennent ce même positionnement-là. Effectivement. Il faut leur donner le temps aussi. Je me suis dit, ok, je vais donner le temps aux gens. Je vais déjà me guérir moi. Et puis ceux qui voudront poser des questions, avancer, Dieu fera qu'ils viendront vers moi tranquillement. C'est comme ça que j'ai pris la chose après. Effectivement, c'est vrai que c'est pas... je dis souvent, c'est comme un parcours du désert, en fait. Quand on est dans cette phase-là, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le TDAH et la dépression sont deux frères, hein, sont liés. Souvent, les troubles anxieux, les personnes qui ont un trouble anxieux ont aussi, du coup, un TDAH. Ok, je vois. Moi, je croyais que c'était comme si c'était pas... Ouais. Alors c'est bon, je passe un passage obligatoire. Voilà, allez, cocher. C'est fait, je passe à l'autre. Non, effectivement, parce qu'ils ont une perception du monde qui est totalement différente. Ils ont une pensée en arborescence. Les émotions sont décuplées. Et tout ça, c'est avec une même intensité. C'est comme, je dis souvent aux personnes que je coach, c'est comme si vous avez un moteur d'une Audi dans une vieille coccinelle. J'aime bien les Audi, moi. Ouais, tu vois, donc ça carbure, mais ça avance pas comme tout voilà. Ce qu'il y a autour. Effectivement, et avec toute la sensibilité, l'hypersensibilité émotionnelle que cela suggère finalement. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que aujourd'hui on a besoin, comme tu le fais, et je trouve que ton projet est super intéressant, de pouvoir jeter une pierre à l'édifice et se dire, écoutez, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pas parce que du coup je suis un homme que je dois du coup être toujours fort. C'est pas parce que je suis un homme que je dois toujours montrer que non, il y a ça à prendre, et je trouve que c'est une cause qui pour moi est super importante et super intéressante. Alors aujourd'hui, quel est ton regard sur la place? Tu m'as dit que j'étais carte blanche. Hein. Quel est ton regard sur la place de l'homme dans l'Église? Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. La place de... Ouais. Première question. Deuxième. Quel est après ton regard sur la place de l'entrepreneur dans l'Église? Alors, pour la première... Il y aura une troisième. T'inquiète. Je vais répondre pour la première, ça... Alors, la vision de la place de l'homme dans l'Église, elle a pas changé. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Tu dois toujours être chef de foyer, l'homme fort, celui qui représente le sacrificateur, tous les attributs que bibliquement on a donnés à l'homme et tout ça. Ouais, ça je suis d'accord. Mais ça vient avec un bagage émotionnel aussi. Effectivement. Et ce bagage émotionnel-là, on ne le met pas. Effectivement. En fait, on le met en avant de manière négative et voire péjorative. Effectivement. Alors que si tu es logique dans la manière de fonctionner de ce chef de foyer-là, quelqu'un qui est chef de son foyer doit être capable de sentir aussi les émotions de tout le monde. Ouais. Donc, tu dois être quelqu'un d'émotif. Super. Tu peux pas être un roc et t'attendre à ce que si on te lance dans un endroit mou, tu vas faire des dégâts, en fait. Tu prends une brique et tu la balances dans un gâteau, gars, tu détruis le gâteau. Ouais, donc, si tu veux poser une brique sur un gâteau, il faut que le gâteau soit solide déjà. Ça, donc, l'homme, pour moi, c'est ça, en fait. On a encore cette vision de l'homme brique, l'homme fort, qui est impénétrable. Même tous les discours que tu vas avoir et tout, il faut que ce soit, tu vois, rough, dur. Alors que non. Est-ce que, du coup, on va bifurquer dans le transculturel là. Vas-y. J'ai fait mon mémoire là-dessus en plus. Ne me tente pas. Non, moi je dis ta carte blanche. Est-ce que du coup c'est pas aussi lié à notre culture antillaise? Tu vois, je sais pas, tu vas prendre la communauté roumaine.
ce que ma femme aime dire, les pères, ils sont là, hein, ils sont présents, ils s'impliquent. Et est-ce que du coup, je me demande, est-ce que c'est pas aussi la vision qu'on a de l'homme antillais, tu vois? Parce que j'en discutais avec une dame que j'accompagne, et qui elle aussi, maintenant elle s'engage dans l'entrepreneuriat. Et je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Est-ce que il y a pas beaucoup d'Antillais, enfin en métropole, enfin en Île-de-France, je ne connais pas beaucoup d'Antillais chrétiens ou dans la communauté qui entreprend en fait. J'en connais pas. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec la place, l'image que l'on a du père, de l'homme au sein même de notre culture? Il y a un gros sous couvert mélange de religiosité. Tu vois le Pokémon sac de nœuds? Ouais. Il rigole. On l'a perdu. Tu vois le Pokémon sac de nœuds? Ouais. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Okay, tu vois d'accord. toutes tu peux pas avoir une réponse claire parce qu'il y a trop d'entrelacements. Yes. Quand tu vas démêler la culture, tu vas prendre l'éducation. Quand tu vas prendre l'éducation, tu vas prendre le fait que tu sois noir, l'impact de l'esclavage. Yes, Ensuite, tu vas prendre l'impact qu'a eu la religion dans certaines communautés. En fait, chaque fois que tu vas tirer un truc, tu vas ramener un autre problème. Yes. Et le seul moyen que tu peux faire pour justement avoir une ligne et un fil qui part d'un à un autre, c'est toi. Mais ça, on en parle peu. Là, on va être cash. C'est que du coup, aujourd'hui, on va répondre à ces problèmes. Mais on va pas en parler. On va essayer de répondre en faisant, en faisant du coup des choses qui vont, cacher, qui vont colmater, qui vont sublimer. Répondre vraiment à ces problèmes va soulever des lacunes qui ont été faites avant. Oui. Et les gens ne sont pas encore prêts à accepter les erreurs qu'ils ont faites. Aucune communauté va te dire on s'est trompé. On a mal compris la Bible. On a mal compris ce verset. Pendant 40 ans, on vous a dit que c'était ça. En fait, c'est pas ça. Aucune communauté ne va se mettre dans ce positionnement-là. Ouais. Alors qu'il y a des positionnements de ce type spirituel qu'il faut prendre pour aider certains jeunes et aider des hommes aussi à comprendre leur rôle de chef de foyer. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu vois, effectivement, aujourd'hui, si ça va être cash, mais je le dis quand même, on aura plus tendance à faire des concerts d'évangélisation, des choses de musique, c'est show-off, vas-y, concert ci, concert ça. Et on va pas, comme tu dis, se creuser sur vraiment le fondement des problèmes qui sont toujours présents et pouvoir du coup faire des hommes stables, des hommes qui vont impacter, des hommes qui vont du coup entreprendre. Et du coup, le problème, il se gangrène et il se transmet de génération en génération en fait. Tu vois. Je pense que les prochaines générations qui vont venir, ce seront ceux justement qui donneront cette éducation d'entrepreneuriat. Parce que moi, je regarde, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, au sein des gens autour de moi, j'étais pris pour une feignasse. C'est un ouf, ce mec! Non, pas un ouf, une feignasse, un chômeur. Ah ouais. Un gars qui ne travaille pas, un gars qui est là et qui n'a rien envie de faire dans sa vie. Il fait de la photo, mais bon, c'est pas un métier. Voilà. Tu n'es pas un vrai père. Si c'est ça ton métier, tu ne rapportes rien. Tu veux juste faire du show-off. Ça peut pas être simple. Pas du tout. Quand tu vois des propres personnes autour de toi qui ne te considèrent pas parce que tu commences et du coup, tu as l'impression que tu n'es pas soutenu. Tu n'es pas du tout soutenu, tu n'es pas mis en avant. J'ai pris du temps à me rendre compte, mais avec du recul, j'ai eu un gros soutien. Il n'a pas été dit, il n'a pas été verbal, mais il a été physique. Même si que les gens n'ont pas ne l'ont pas dit de manière spontanée et ouverte, mais j'ai su prendre dans mon entourage les personnes qui m'ont aidé. Et ça, c'est important. Voilà, et je me suis bâti sur ça, en fait. Je me suis bâti sur ça, et pour moi, c'était suffisant. J'ai eu plein de personnes autour de moi qui m'ont recommandé, qui m'ont dit « Ouais, lui, il est bon, lui, il est ci ». Et je me suis bâti sur ça. Je me suis dit, maintenant, t'es connu, hein, maintenant. Ouais, connu. Non. Pas comme tu le souhaites. Arrête d'être perfectionniste. C'est juste que je me suis dit à bout d'un moment, mais en fait, t'es utile. T'es utile, effectivement. Et à partir de là, je me suis dit, ok, vas-y, va à fond, en fait. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est important. C'est aujourd'hui, t'es précurseur, tu vois. Dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es l'un des précurseurs. Je reconnais par exemple Olivier Ancamla qui est aussi précurseur. Ludivine, ma cousine aussi, dans le monde chez les adventistes, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout le monde veut faire. Tout le monde veut faire. C'est bon. C'est bon. C'est dans les normes. C'est la mode. C'est stylé. Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et moi, quand je le faisais,
t'es chômeur. Ouais, tu vois, parce que du coup, les mentalités n'étaient pas encore prêtes à rentrer dans ce sens-là. Je vais même te dire un truc, tu vois, même quand YouTube commençait à se développer et commençait à T'étais déjà là. J'étais déjà sur YouTube. J'étais déjà sur YouTube et tout, mais j'avais pas c'est pas que j'avais pas cette vision. Je l'avais, mais elle m'intéressait pas. Ouais. Et qui fait que quand je dis je suis sur YouTube, je fais aussi des vidéos sur YouTube, donc du coup t'es youtubeur et tout, ça accentue le côté chômeur. Et regarde ce qui s'est passé. Quand tu as eu des gens de l'extérieur... Oui, c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça. Et c'est ce que je voulais te dire. Tu fais un pont. Alors moi, je suis dans le milieu chrétien, adventiste, machin, communauté. Je me suis lancé sur le truc. Ouais. Mais quand les gens de l'extérieur ont commencé à en entendre qu'il se fait de la thune, maintenant, ils regardent vers moi. Et là, ils se souviennent que j'ai dit que je suis youtubeur. Et ils me disent, mais t'as que 100 abonnés. Ah ouais. Tu fais que 20 vues. Ok. Je dis, mais les gars, je vous comprends pas. C'est maintenant que vous voyez que je suis sur le truc. Et j'ai des gens qui me disent, mais je comprends pas, tu as des bons sujets sur tes vidéos et tout. Hein. Et moi, j'ai eu ce placement-là où j'avais envie de me dire, mais les gars, mais vous êtes vraiment en train de vous moquer de moi, en fait. Yes. Là, franchement, je pense qu'il y a... La dissonance cognitive. Oui, en fait, pour moi, je trouve pas ça logique, votre discours maintenant. Vous me reprochez de ne pas être à un certain niveau sur la plateforme parce que d'autres le sont, alors que au moment où j'étais dedans et que je le proposais, comme c'était pas connu entre guillemets, ça ne vous intéressait pas. Et maintenant on commence à se rendre compte que non, ce qu'il dit c'est pas de la, c'est pas si mauvais que ça en fait. C'est pas si mauvais que ça ce qu'il dit. Ouais. Et moi j'avais envie de dire parce que j'ai eu un moment cette phase là où j'étais en mode vous regardez pas mes vidéos, vous faites pas ceci, vous m'encouragez pas, vous me donnez pas de la force, machin et tout. Et après je me suis dit vas-y non ça sert à rien de continuer à laisse tomber. Et après, tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours se comparer. Les personnes qui ont fait ça, ils vont toujours se comparer avec une autre personne. L'autre aspect qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que, comme par hasard, c'est souvent les personnes du monde qui vont faire des choses, on va dire, mais en fait, c'est bien ce qu'ils font. On va leur donner crédit. Ouais, on va leur donner crédit. Tu vois, pour le côté de l'investissement, tu vois, j'en parlais avec cette dame et je lui disais, mais en fait. Je suis sur YouTube un gars qui s'appelle Christopher Wangen, je fais de la pub là. Et en fait, le gars, il a créé des cercles d'entrepreneurs et des formations sur l'IMO. Et je me suis dit, mais c'est super, pourquoi il n'y a pas ça au sein même de notre communauté? Pourquoi il n'y a pas des groupes d'investisseurs, des groupes d'entrepreneurs? Je sais pas, moi, tu vois, un cercle d'entrepreneurs qui dit, t'as un projet, je te donne 5 000, toi tu donnes combien? Vas-y, on va le financer, on va l'aider. Et je me dis, c'était mal vu. C'est parce que c'était mal vu en fait. Et aujourd'hui, ce qui devient pas forcément la norme et peut-être envié inconsciemment par des personnes de notre communauté, quand d'autres personnes le font dans notre communauté, on va dire, on va pas forcément leur donner. Allez, vas-y, on va essayer de te donner un peu d'encouragement, de force, parce que voilà, il y a cette notion de dissonance cognitive en fait. On veut pas réellement s'engager. Et c'est surtout par rapport à quel secteur tu vas te mettre. Ça dépend aussi de quel secteur tu vas prendre. Si tu fais l'entrepreneuriat dans un secteur artistique dans la communauté, ça va être encore 3 fois plus dur pour toi d'être crédibilisé et d'avoir une accréditation et d'être d'être respecté. Ouais. Donc on va lui dire par exemple, il ne faut pas qu'il y ait deux postes, tu fais quelque chose du monde, tu ne peux pas scinder les deux en même temps, c'est pas possible. Mais sinon, si tu travailles à la poste, c'est bon. Voilà, il faut que tu aies un travail qui ne mette pas trop de lumière sur la commune en mode... il y a un tel qui est de telle communauté et qui fait ça. Il ne faut pas que ton travail, on puisse le rattacher dans la vision de ce qu'il ne faut pas faire, que le monde fait et que toi, tu ne dois pas faire dans ta communauté. Tu vois, je trouve que pour conclure, c'est une bonne image que tu dis, l'histoire de lumière. Et bien souvent, je le rattache du coup avec tout le panel de notre conversation sur ton fonctionnement cognitif, le TDAH. Peut-être le haut potentiel, je t'invite à te renseigner. Je vais faire le haut potentiel intellectuel. Et aussi, du coup, la dépression. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Et tu vois, bien souvent, l'entrepreneuriat te pousse du coup à sortir peut-être de ta zone de confort, comme ton parcours l'a montré, pour sortir de l'ombre à la lumière, te découvrir avec tes forces, tes faiblesses, tes capacités, des incohérences. Mais c'est toi. Et ça fait partie du coup de la vie, de ton parcours. Donc, merci. Merci à toi. Merci Odel, franchement j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Je pense qu'on va faire on fera une autre session. J'ai aimé, et tu vois ce qui est intéressant, c'est que finalement ça me donne vraiment aussi de la force sur. Je t'ai parlé du programme
que je suis en train de construire sur l'accompagnement au niveau de la gestion de l'anxiété et de la dépression. Et c'est vrai que j'ai voulu le mettre déjà pour notre communauté et ensuite pour d'autres personnes. Et ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et merci aussi de pouvoir du coup m'encourager, me donner cette force en échangeant avec toi sur ton parcours. Gars, tu m'as dit t'es déter, tu m'as dit tes choses, t'as tes terrains, j'ai dit on va le faire, j'ai dit tout de suite on va le faire. Quoi c'est venu d'un truc où j'ai vu ta vidéo et je me suis dit waouh, c'est trop bien, c'est ce que j'aurais voulu faire sur le TDAH. Oui, ouais. Et je t'ai envoyé un message direct. Ouais, c'est vrai, direct. Et moi, je t'ai dit tout de suite, hey, tu fais quoi la semaine prochaine? Tu fais quoi telle date, viens, on fait. Même si que c'est un peu, c'est pas préparé de fou. Vous voyez, le cadre, il est très route. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus dans ce qu'on dit. Ouais. Plutôt que je suis plus dans le fond que dans la forme. Mes vidéos YouTube, c'est pareil. Mes vidéos sur Instagram, où je parle du TDAH, c'est pareil. C'est qui je suis. Moi, ce qui me donne, c'est la valeur humaine, en fait, plutôt que ce qu'il y a autour. Ça ne m'intéresse pas que tu aimes... que tu sois habillé, machin, tout ça. C'est pas... Ça te définit de manière... pour la première approche visuelle. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens. Je me dis, ouais, mais tu t'habilles trop bizarrement, toi. Moi, je l'ai eu. Côté un petit peu efféminé, à l'époque, quand je m'habille. On me dit, ouais, je m'habille, mec, je mets des sortes de vestes qui font style robe, des chemises longues, des trucs comme ça. Et moi, je dis, mais attends, il y a un truc que tu comprends pas, c'est que c'était ma protection. Et à un moment, après ma dépression, c'était ma manière de me protéger. M'habiller de manière extravagante, je donne le là. C'est-à-dire que toute personne qui m'approche sait à qui elle va avoir affaire. Toute personne qui ne vient pas vers moi parce que ma manière de m'habiller, j'ai des locks et tout, moi, je suis en paix. Ouais. Ça veut dire que techniquement, si quand tu me vois, ça ne va pas avec toi, c'est bien. Ouais. Et donc les personnes qui vont vers toi, c'est des personnes qui sont et en voilà, phase, les gens qui viendront vers moi, ils viendront parler pour me parler. Pour te parler. Voilà. Et là, ils vont découvrir. Tu veux savoir pourquoi j'ai des locks et je suis chrétien? Ben viens me parler plutôt que d'aller cracher sur mon dos. Yes. Et moi, j'ai eu ça pendant longtemps. Et je voulais apporter une réponse à ces gens-là et je me suis dit, arrête de te battre. Ouais. C'est pour ton bien, justement, si ces gens-là restent au loin et te tirent dessus. Faut pas que ça t'atteigne. Et donc, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, on va faire quelque chose. Let's go. On y va, on est donc paré. Là, c'était le premier, tu vois. Je t'ai dit, on va le faire. Il y en aura d'autres. Comme ça va venir. Et petit à petit, il y en aura d'autres, franchement. Donc, n'hésitez pas, ce sera du contenu intéressant, en tout cas. Ah si, donc le mieux à faire, là, c'est que les gens puissent venir te follow sur tes réseaux. Comme ça, ils auront toutes les infos de tout ce que tu feras en même temps. Je vais bien le notifier, t'inquiète. Je vais bien l'écrire sous la vidéo. La vidéo, je vais bien vous le mettre sur tous ses réseaux, tout ce qu'il fait. Et je pense que c'est une bonne aventure. Et pour moi, c'était une très belle manière de conclure mon année et de faire cette vidéo avec toi. Donc, encore une fois, je te tellement... Tu peux pas savoir à quel point je te dis merci. C'est moi qui te remercie, tu sais pas. Franchement, c'est moi qui te remercie. Tu arrives à point nommé pour la conclusion de mon année, là. Ah ouais? Là, je repars en 2024 avec ce but de... je veux pas faire le gars qui... Allez, regardez, je parle de ça, c'est moi qui connais tout, non, tout ça, tu vois. C'est pas ça le but. Je suis passé par des phases, je suis passé par des choses qui sont pas agréables. Et je sais qu'il y a des gens qui passent aussi par les mêmes choses. Effectivement. J'ai réussi à m'en sortir, entre guillemets, tout seul, en mettant des choses en place. Et mon but, c'est de partager ces choses-là. Effectivement. Voilà. C'est juste ça. Tu sais, je me rappelle du coup, j'étais chez kiné, parce que je t'ai dit, je me suis fait opérer. Et la kiné me disait, monsieur Lange, vous êtes neuropsychologue? Je dis, ouais. C'est bizarre, on vous a vu sur Google et vous n'avez pas forcément des avis. Ça m'a titillé. Et je me dis, c'est vrai, parce que du coup, moi, je vais être dans la qualité, tu vois. Je vais être dans la qualité, donc je vais pas demander aux patients de me mettre des avis, tu vois. Ah, j'aurais vrillé. Ouais, j'avoue, ça m'a piqué. Ah, je l'ai bien pris, tu vois. Mais c'est vrai, j'avais qu'un avis.
Et c'était pas mon frère. On aurait pu penser, parce que c'est le titre, elle a même pas mis son nom, elle a mis l'art de vivre. Mais c'est qui l'art de vivre? Ça peut être. C'est pas clair, tu vois un avis de l'art de vivre. Tu te dis, mais attends, c'est qui? Elle s'appelle Etienne, Brigitte, c'est qui? Tu vois, donc, c'est vrai que j'étais mal. Du coup, je me suis dit, bon, je vais demander à mes anciens patients ou ceux que j'accompagne s'ils peuvent quand même, tu vois, écrire un petit mot, tu vois. Mais je leur ai pas dit, écrivez telle ou telle chose, tu vois. Je leur ai dit, mais même des choses négatives, mettez, soyez le plus honnête possible. Et bon, pour l'instant, j'ai que 5 avis, c'est déjà pas mal. Et elle me disait, il y a une dame qui m'a dit, franchement, monsieur Lange, vous sauvez des vies. Ah ouais, chaud. Ah ouais, ça c'est énorme. Je vous l'ai déjà dit, vous sauvez des vies. Ça, c'est énorme. Et je me suis dit, what? Comment ça? Avec mes mots, juste avec mes mots, avec mon écoute, avec ma posture, mon silence, je sauve des vies. Et je me dis, ouais. Après, je lui dis, regardez un peu mon avis, ça a changé. Ah, c'est ça. Et tu vois, le fait que tu dis ça, tu sais, moi, c'est la même. Je suis du genre... des fois, je demande aux gens de me donner un retour sur ce que je fais. Parce que, et ça a été un de mes problèmes aussi avec les réseaux, c'est que je voyais les réseaux vraiment comme une discussion que j'avais avec les gens, comme si la discussion que j'ai avec toi. Il fait que si je t'ai posé une question, j'étais vraiment posé une question. Et j'attendais à ce que les gens répondent derrière. Comme, pour moi, le réseau, c'est juste un moyen de communication. Ça m'étire. Et quand je balançais un truc, vous voyez que j'avais rien, j'avais dit que j'avais des lus ou des vues. Je dis, mais les gars, il y a un truc que je comprends pas avec vous là. Vous êtes H24 avec votre téléphone dans les mains. Vous passez votre temps à m'envoyer des reels, des trucs de d'autres personnes, machin et tout. Et comment j'essaie de réagir avec vous, il n'y a personne. Il y a personne. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je fais. J'en ai besoin pour avancer. C'est pas pour m'encenser ni pour monter en l'air, pour dire que je suis le meilleur. Mais c'est que émotionnellement, j'en ai besoin pour savoir si ce que je fais et que je vous propose, c'est utile. Pas que ça vous convient, je fais pas ça pour vous, mais je fais ça avec vous. Du style que c'est ma personne, c'est qui je suis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut être utile? Ça t'a pas intéressé? Ok, ça me va. Mais quand je vois que ça a intéressé zéro, tu te poses toi des questions en mode... Ouais, tu vois, quand même. Ah ouais, quand même. J'ai intéressé vraiment personne. Et c'est quand j'ai lâché prise, où j'ai vraiment lâché prise, je me suis dit, vas-y, fais-le, mais si t'as une personne... C'est déjà ça. C'est pas facile, c'est d'accepter, Ouais, une personne, mais live, et lui, Dorban, ça le fait rire. Ça le faisait rire parce qu'il disait, je suis le genre de gars, je peux faire des lives avec 2 personnes. Et des fois, les lives, c'était lui et moi. Alors Norman, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, franchement, les mardis, les lives, mardi soir dans sa voiture, il se mettait dans sa voiture parce qu'il allait chercher sa petite. Et moi, je dis, t'inquiète, moi, je me mets dans mon petit bureau et puis on est là, on fait nos lives, on est 2. Ah, invitez-moi, on sera 3 maintenant. Ah, ben voilà, c'est bon, mais tu vois. Maintenant, je fais les lives sauvages. Je prends mon téléphone pendant que je suis en train d'attendre un truc, je le pose, je lance un sujet. Ouais, mais tu vois, ça, c'est intéressant. C'est un truc comme ça que j'aimerais. J'ai pas encore ce déclic-là, tu vois. J'aimerais qu'en 2024, de faire plus de live, tu vois, sur la santé mentale, sur Instagram et tout. Mais j'ai pas encore, tu vois, ce déclic-là de se dire, bon, s'il y a une personne, vas-y, c'est pas grave. Quand j'ai fait le live avec Ludivine, ils étaient 11. Mais je me suis dit, putain, c'est pas... Et elle m'a dit, mais c'est super, ils étaient 11. C'est ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pose mon téléphone. Des fois, il n'y a personne, mais là, je suis là, je parle parce que il faut que j'extériorise. C'est ça, ouais. Et je me dis, peut-être que quelqu'un va passer, il va prendre une parole. Okay. C'est bon, c'est suffisant, parce que je vois vraiment ça comme le positionnement du chrétien, du disciple qui propage la parole. Il faut être honnête et vrai. Mais franchement, tu sais quoi, ton conseil, là, je le mets dans ma poche et je vais l'appliquer pour 2024. Franchement, c'est effectivement de pouvoir donner, partager. Et c'est ça le plus important. Je pense que c'est quand j'avais dit la dernière fois lors du live, le cerveau de l'entrepreneur est différent du cerveau d'un salarié ou d'un cadre. C'est tout à fait normal. C'est qu'en fait, lui, il est calibré différemment. Et son leitmotiv, c'est pouvoir aussi donner de la valeur. Tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui donne du coup des sens. C'est ce qui donne du coup le sens de pouvoir du coup pour aller de l'avant en fait. C'est vrai que c'est important. Aller de l'avant, c'est chaud, c'est compliqué, c'est difficile, mais restez pas dedans. La guérison, c'est l'instant présent parce qu'on est capable de se dire j'irai mieux plus tard. Donc je fais ce qu'il faut maintenant pour aller mieux plus tard. Super. En tout cas, Odel, moi je préfère qu'on s'arrête sur ces mots. C'est nickel. Très bien. L'essence est là. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup à toi, Marc, d'avoir répondu présent.
Et donc, du coup, c'est la dernière vidéo de l'année. C'est la fini. dernière vidéo de l'année. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres podcasts avec le Mister qui est derrière la caméra, là, aujourd'hui, Mister Norman, où on va encore continuer à parler de tout et de rien. Tout et de rien, les tontons râleurs, là. Les gars qui n'ont rien à faire à part râler toute la journée. Donc, on vous donne rendez-vous et suivez-nous sur les réseaux. Allez voir nos actualités. Suivez-le, les gars. Voilà, suivez Mister Mark. Il est bon. Voilà, comme ça, vous allez avoir tout pour la suite. Et du coup, bonne année. Si j'ai réussi à faire le montage avant la fin de l'année. Yes, it's a wrap. C'est bon. Yes. Comment ça? C'est pas Je mal. pense que ça a lâché sur les deux là. Non. Ah bon? Aucune. Ne t'inquiète pas, j'ai surveillé depuis tout à l'heure. Ah ouais, je suis étonné.